Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Pierre Jaïs. J'ai la chance, l'honneur et le plaisir d'être le directeur de cet institut lyrique. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. J'ai vu sur les notes qu'on m'a préparées qu'il y avait 16 personnes chez Seva et je pense que c'est un bon reflet de votre engagement. Euh, on est particulièrement heureux de vous accueillir. Monsieur Rousset, bien sûr, indéfectible soutien de l'IHU Lyrique, qui est même à l'origine de la construction du bâtiment. L'engagement de la région a toujours été extrêmement solide et constant au cours des années. Et puis c'est aussi grâce à vous que nous avons rencontré Seva et d'autres industriels de la région. Et donc nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Et bien sûr, sans l'hôpital et l'université, nous ne serions pas là non plus. Donc merci aussi aux représentants de ces deux institutions. Alors, donc Seva rejoint notre communauté de mécènes en s'affichant comme d'ailleurs un soutien majeur, un des mécènes majeurs de l'IHU. On a bien sûr besoin d'argent. La recherche, ça coûte de l'argent. Je pense que ça peut aussi en rapporter et que c'est excessivement important pour un pays, et notamment pour un pays comme la France, parce que je doute, malgré notre souhait de réindustrialisation, que nous parvenions durablement à faire des vélos moins chers que les Chinois. En revanche, je pense qu'on peut capitaliser sur nos connaissances, sur l'excellence de nos chercheurs, sur l'excellence de nos ingénieurs, sur l'excellence de nos industriels, et qu'on a de belles cartes à jouer en arrivant à les réunir, à les faire travailler ensemble. Et c'est le rêve que nous avons, je pense, en commun avec vous, Monsieur Rousset, l'hôpital, l'université. Et ça me paraît tout à fait important. Et donc, Seva a souhaité s'inscrire dans ce mécénat dans le cadre de la campagne Light Up Your Heart qu'on a lancée le 29 septembre dernier au Château Pape Clément, et certains d'entre vous étaient là. C'est un signal très fort, ce don que vous faites. Et puis, la collaboration qui s'engage également entre nos deux structures et qui me paraît complètement pertinente. Donc, nous allons, grâce à votre don, pouvoir faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement et contribuer, ce qui est quand même notre obsession, à proposer de meilleurs soins, de meilleurs outils, de meilleures stratégies pour les patients. Et si on peut le faire aussi pour les animaux, on en sera très heureux. Je pense que on a un certain nombre de choses en commun, au-delà du rugby, qui me touche aussi beaucoup. Mais je pense que votre vision et votre concept de One Health, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Je crois que cette idée qu'a eue l'espèce humaine, qu'elle était une espèce supérieure et finalement déconnectée de son environnement, était assez désastreuse et que c'est avec ce type de raisonnement qu'on néglige notre impact sur la planète. On fait partie d'un tout et il faut en prendre soin. Et je pense que là-dessus, on a des choses en commun. On a au lyrique, sous l'impulsion très énergique de Julie Boussuge-Rosé, notre directrice exécutive, engagé une démarche de transition écologique qui nous tient beaucoup à cœur, quelque chose de très large. Il y a une foule d'aspects sur lesquels on veut travailler. Et je sais que vous êtes également sensible à ça et on a certainement des choses à faire en commun. Et puis j'en discutais avec vos chercheurs tout à l'heure dans le hall d'entrée. Nous avons une expertise très forte ici en modèle numérique. C'est c'est un des atouts, une des compétences d'excellence de l'IHU. C'est important pour nous parce que ça nous permet de progresser. Je pense que ces modèles, un jour, finalement, nous permettront d'être meilleurs dans notre approche du patient,
et peut-être aussi dans notre approche de l'animal et des soins animaux. Et ça fait partie des choses qu'on peut sans doute développer ensemble. Donc, cher Marc, je voulais vous remercier très sincèrement, au-delà du caractère officiel qu'a cette réunion ce matin, parce que je pense que votre engagement va nous permettre de poursuivre l'effort, de l'amplifier et de travailler ensemble sur tous les thèmes dont j'ai parlé précédemment. Alors, je vous remercie encore une fois infiniment et longue vie à cette belle collaboration. Donc, Marc, je pense que c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, cher Alain, professeur. C'est quand même un grand plaisir. On peut se demander ce que vient faire une entreprise vétérinaire dans un institut d'excellence aussi pointu, qui est, je crois, ce qu'on voit de mieux dans le domaine qui est en France. D'abord, c'est peut-être le territoire. On est sur le même territoire et vos préoccupations sont nos préoccupations. Et vous travaillez évidemment pour l'ensemble des Français, pour cette fierté nationale que j'entends souvent quand je vous entends parler. Et c'est Alain qui m'a écrit une lettre et qui a dit il y a un institut, il faut que tu ailles voir, il faut que tu les aides. Donc, il était normal que je renvoie au territoire, à une structure telle que celle-là, un peu de notre contribution. Alors, au-delà de cette dimension territoriale, il y a un peu plus de 10 ans, on s'est penché sur la raison d'être ou la vision qu'on avait de Seva. Ça s'est traduit par un logo que vous voyez au-dessus, hein, c'est le rond, c'est la terre. Et ce que vous avez autour, ce sont des gens et des animaux. C'est exactement le One Health. On est tous sur une planète qui n'est pas très grande, la santé de l'homme est associée à la santé de l'animal, est associée à la santé des écosystèmes, des plantes. Et on le voit très bien avec ce qui s'est passé avec la Covid. La Covid, c'est la suite du SARS-CoV-1 qui a eu lieu en 2002, qui était une première alerte, qu'on a retrouvée en 2012 avec le MERS, au Moyen-Orient, et qu'on a retrouvé en 2020 avec un troisième coronavirus. Et on sait que, globalement, l'essentiel des nouvelles infections zoonoses qu'on a sur l'homme, elles viennent de l'animal et principalement de la faune sauvage. Pas le domestique, ça passe souvent par l'animal domestique, par la faune sauvage. Donc ça, c'est un premier axe qui est absolument essentiel pour nous, sur lequel on travaille. Il y a beaucoup de maladies, on ne peut pas tout traiter, mais on s'intéresse, par exemple, une maladie qu'on a oubliée, mais il y a quand même toujours 30 000 morts par an, surtout les enfants, c'est la rage. Et donc, pour résoudre ce problème, réduire les problématiques de la rage, qui est aujourd'hui essentiellement due à des chiens errants, on a développé des appâts qui permettent de vacciner ces chiens errants ou les renards. Aujourd'hui, on ne tue plus les renards, simplement parce qu'ils sont vaccinés, etc. Donc, on a une contribution qui est celle-là. Après, quand on voit cette institution, on se dit on est quand même un peu loin des zoonoses. Ben, il faut savoir, j'ai vu qu'il y avait 2 praticiens vétérinaires, Périgueux et puis du Pays Basque. On a exactement la même chose. En fait, pendant cette période de Covid, les gens ont vécu souvent enfermés avec leur animal. Et on a vu un phénomène se produire, on avait déjà vu la tendance, c'est ce qu'on appelle la pet humanization, c'est-à-dire que les propriétaires considèrent que leur animal de compagnie est devenu leur enfant. Et puis il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites qui montrent que quand on leur demande, ils nous disent si je n'avais pas eu mon animal de compagnie, j'aurais passé cette période beaucoup plus difficilement. Et donc, ce phénomène s'est accéléré et donc la qualité de vie de leur animal de compagnie, puisque c'est devenu leur enfant, est absolument essentielle. Et donc, il y a des demandes sur des traitements. On a des pathologies cardiaques très fréquentes. C'est une pathologie très fréquente tant sur le chien que sur le chat, des pathologies qui sont totalement différentes de ce qu'on a en humaine. On n'a pas de crise cardiaque, on appelle la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde. Mais finalement, petit à petit, les symptômes évoluent de la même façon et donc on utilise des traitements. On a une position très forte de leader en cardiologie vétérinaire. C'est une de nos spécificités. On se dit, avec votre savoir-faire sur l'homme, on est certain qu'on va pouvoir développer des solutions, des produits, l'IoT, des choses qui vont nous permettre de répondre au dernier enfant de la famille. Voilà. Et on voit très bien, alors j'ai discuté avec des vétérinaires, ils sont complètement débordés. C'est-à-dire qu'ils ont une telle demande de soins de la part des propriétaires, on a changé de catégorie, hein, encore une fois, l'animal de compagnie est devenu l'enfant,
qu'il y a une demande qui est importante et que nous-mêmes, on n'imaginait pas. Sauf que la cardiologie, ça fait quand même maintenant 20 ans qu'on travaille, on a repris des molécules anciennes, on les a repositionnées. Je vois Audrey qui a fait des essais. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc, c'est pour ça qu'on s'associe avec le Lyric. C'est sur le territoire, ça nous fait plaisir. Je ne suis pas sûr que si ça avait été un peu plus loin en Occitanie, on y serait allé, mais là, c'est ici, donc on ne peut pas ne pas y aller. C'est vrai qu'on soutient et on partage les valeurs du rugby, mais vous avez pu remarquer que dans le rugby, on s'occupe du centre de formation. Voilà, du centre de formation, du staff médical et puis de l'entraîneur. C'est cette partie-là qui est un peu moins visible, mais qui nous intéresse. C'est le travail de fond toujours qui nous intéresse, plus que le baratin. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je suis hyper heureux de nous associer. Je suis content aussi que les salariés de Seva suivent ça. J'ai toujours une crainte, c'est que les salariés disent c'est une lubie du patron. Donc non, François. Donc voilà. Et donc je suis content quand petit à petit, ça prend toujours un peu plus de temps parce qu'il faut que ça soit leur projet. Je vois que c'est votre projet. Je suis aussi très content de voir des praticiens qui sont revenus. On a un super métier, la vétérinaire, et donc on est content d'être à côté des grands frères qui sont les médecins, les cardiologues, aussi, le professeur Jaïs, Xavier. Enfin, c'est merveilleux d'être avec vous. Donc on est fiers de pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup. Merci pour vos bons mots. J'invite maintenant Gilles Duluc du CHU de Bordeaux à prendre la parole, s'il veut bien. Merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Directeur général, professeur, Monsieur le Président directeur général de Seva, Monsieur le Vice-président de l'Université. Au nom du CHU de Bordeaux, du Directeur général du CHU et du Président de la Commission médicale d'établissement, je tiens à vous remercier sincèrement pour ce soutien. Il est en tant que tel une preuve de votre engagement aux côtés de l'Institut et forcément indirectement aussi l'engagement auprès des cofondateurs que nous représentons. C'est aussi la représentation, la valorisation du travail qui est fait depuis 10 ans, et même on pourrait dire au-delà, mais depuis 10 ans pour construire cet institut de recherche, d'enseignement, d'innovation. Maintenant, on le dit souvent en tant que mission à part entière, et de soins. Et ça, pour ne serait-ce que cette reconnaissance, c'est très important pour les équipes et pour le cofondateur que nous représentons. Au-delà de ça, c'est aussi un point majeur pour nous, parce que ça a été dit par le professeur Jaïs. Cet institut, il est à la pointe aujourd'hui au niveau mondial dans son domaine. Et il y a un enjeu de pérennisation de cet institut, de stabilisation de ses efforts. Et en tant que cofondateur, évidemment, notre volonté, c'est de maintenir notre soutien, de le renforcer dans les prochaines années. Et ce qui est très important pour nous, c'est de savoir qu'il y a une alliance autour de l'Institut, avec le conseil régional, avec les partenaires du territoire, avec les cofondateurs, pour renforcer et continuer à accompagner les équipes de l'Institut pour, on l'espère, en effet, avoir des implications concrètes sur le soin, comme c'est déjà prouvé depuis 10 ans, et qu'on aille au-delà, peut-être avec les objectifs de guérison de la mort subite. Je sais que c'est une ambition majeure de l'Institut. Peut-être qu'on y arrivera. Et puis, j'aimerais conclure simplement par un point, c'est que ça a été dit tout à l'heure, le concept de One Health est important. Ça a une réalité concrète à l'hôpital aussi. C'est ce continuum dont on parle souvent de recherche et développement. On en parle beaucoup, parfois un peu contesté, remis en cause. Là, on prouve qu'il y a concrètement un lien évident qui existe depuis longtemps, qui, on l'espère, sera renforcé, et à la fois en tant que cofondateur de l'Institut, on l'espère, mais aussi en tant que CHU. On a probablement encore des collaborations à renforcer dans les prochaines années. Donc, pour tout ça, merci et à très bientôt pour continuer nos travaux communs. Voilà. Merci. J'invite maintenant Monsieur Papon, vice-président en charge de l'innovation à l'Université de Bordeaux. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le président. Nous étions la semaine dernière aussi avec Marc dans des endroits un peu festifs, vendredi soir. Donc, monsieur le président directeur général de Seva,
cher Pierre, directeur de l'IHU, Hélèse et bien sûr Michel. Donc, merci en premier à Seva pour cet engagement, ce soutien. Donc Manuel Dion-de-Lara, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, aurait été très heureux d'être là, puisque forcément cet institut lui est très cher, et donc forcément c'est une comment dire, pour nous, c'est un fleuron de notre activité qui associe recherche, formation et innovation. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Donc, dans l'université, on peut associer tous ces métiers et aussi au profit de la santé. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Donc, moi, j'ai fait un peu aussi d'archéologie parce que je voulais savoir, je connais les liens qui nous lient à Seva, mais c'est vrai que Seva est un partenaire du campus. Je vais plutôt personnaliser le campus que l'Université de Bordeaux, mais un partenaire très important qui s'est investi dans des collaborations depuis de très nombreuses années. Aussi sur la formation, je pense que les relations avec l'école des biotechnologies de molécules de l'NSTBB de Bordeaux INP, il y a un lien très fort, notamment pour les ingénieurs qui sortent de cette école. Et on voit aussi dans l'ensemble des formations d'université le nombre d'étudiants en master qui sont en stage, et donc à tous les niveaux. Donc encore merci aussi pour votre soutien aux formations. Et puis c'est vrai que c'est la réunion aussi d'un institut qui s'engage sur la recherche, la formation et l'innovation, et puis aussi pour créer de la valeur. Et vous, en tant qu'entreprise implantée dans la région, vous créez cette valeur. Donc une reconnaissance internationale, mais de la valeur en local. Je pense que ça, c'est forcément très cher au président Rousset de pouvoir développer ses activités. Et donc forcément, venir encore travailler avec des institutions académiques pour construire des partenariats, produire ensemble de la valeur académique, mais aussi qui se transformera en valeur technologique et commerciale ensuite. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu très fort pour nous et pour vous. Et donc je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant de pouvoir s'inscrire dans la durée et de créer ce type de partenariat. Donc encore un grand merci. One Health, c'est bien évidemment un sujet aussi, je crois, dans le domaine du plan de relance. Il y a des éléments qui doivent irriguer cette thématique. Et donc, un grand merci pour votre soutien. Et donc, l'université apprécie fortement votre présence à nos côtés. Merci. Et enfin, Monsieur Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bien, je salue la foule nombreuse qui est venue pour cet instant magique. Je suis pas peu fier, moi, d'être là avec vous pour plein de raisons. Pour des raisons d'amitié, bien sûr, mais pour aussi des raisons de relation au temps et à la décision publique, où ce mélange de créativité individuelle, d'excellence dont vous parliez tous tout à l'heure, et au moment où se rejoignent la réussite d'une certaine manière. Alors, je ne ferai pas d'archéologie homérique, mais simplement, je garde en mémoire la visite, cher Michel Heidegger, que nous avions faite à l'initiative de Jean-Marc Rogozo il y a 12-15 ans. Ici, pas très loin, avec déjà des visages de toutes les couleurs qui accompagnaient votre recherche. Un cochon sur le dos avec des électrodes partout. Je ne sais plus si c'était un cochon d'ailleurs ou un mouton. C'était déjà One Health, Marc. Je me souviens de cela, et puis cette bataille incroyable
qu'on a menée. Je me souviens de cette réunion à la préfecture, à l'hôtel préfectoral, où on avait essayé tous les deux de défendre ce projet devant le premier haut commissaire à l'innovation, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un expert comptable, Ricol, et qui m'avait dit à la fin, tu sais, tu devrais brancher Michel Heidegger sur une autre stratégie. Puis on s'est battu. Et vous avez gagné. Et donc, la région était présente dès le début, fortement. Je ne sais pas si j'aurai demain, je le dis à Pierre Jaïs, parce qu'on a passé une soirée où il est venu faire sa liste de courses. Je le dis aussi à Eric, je ne sais pas si, après ces 2 années de crise et toutes les vannes qu'on a ouvertes, j'aurai autant... je pourrais jouer à ce jeu qui est... Parce que la relation au temps, j'y reviens, est quand même importante. Je veux dire, pouvoir dire de suite à un projet, celui de Michel Heidegger, maintenant celui de l'équipe de Pierre Jaïs, se dire, ben voilà, je mets 15 millions d'euros sur la table. Ou sur l'optique laser, je mets 60 millions d'euros sur la table. Ou sur les maladies neurodégénératives, je mets 75 millions d'euros. C'est d'ailleurs une des forces de la région. Et une de ses capacités qui, si elle l'utilise bien, est capable, un peu à la mode californienne, quand un dossier passe dans les écrans radars, de dire « je joue » et de prendre une décision en 3 mois. Ne pas laisser passer la marée parce que le monde va de plus en plus vite. Et tout ça, encore une fois, on est dans la relation au temps. Et je pense d'ailleurs que il faut il faudra, excusez-moi de faire cette référence, j'espère que je vais choquer personne, mais il faut absolument qu'on déciotise la politique, quoi. Qu'on désabrutise la politique. Je n'ai pas de mots assez durs à l'égard de cet Olibrius, quoi. Et je pense que la relation au temps est essentielle. Quand vous commencez dans un labo, quel qu'il soit, une recherche, on ne sait pas si ça sera en 5 ans, en 10 ans ou dans 15 ans. Et ce que je regrette, moi, du plan de relance, c'est qu'on va toucher quelques briques, mais qu'on ne va pas toucher les grands projets de recherche. On n'a pas une analyse systémique de la recherche. Nous, à notre petit niveau, parce qu'on a réussi, je crois, Marc évoquait le territoire tout à l'heure, d'embarquer nos entreprises et nos labos du territoire, on essaye d'avoir une vision. Marc Prekapski parlait de Wannes tout à l'heure, c'est peut-être une des plus belles aventures dans lesquelles on se soit tous engagés. Gilles Boeuf, toi, Marc, Seva, les labos, les 3 universités, enfin pas les 3 universités, il y en a d'autres, je vais me faire taper sur les doigts, mais l'ensemble du monde universitaire et de la recherche. Alors bien entendu, il faut qu'on implémente ça, il faut qu'on marque. Et ce projet de territoire est un projet hyper gratifiant, comme ce que nous avons fait avec Marc Prekapski sur le club des entreprises de taille intermédiaire. Cette espèce de mélange d'aventures économiques, politiques, humaines, territoriales. Alors, maintenant, cher professeur Pierre Jaïs, vous avez un sacré poids sur les épaules. Voilà. Et alors, vous avez aussi beaucoup de projets. J'ai essayé avec Carole Doucet de bien les retenir. Il y a des chaires partout. Il doit y en avoir une qui vous concerne, Michel, d'ailleurs. On a des ambitions aussi, je le dis à ceux qui... Bon, la ville n'est pas présente, mais je le dis aux représentants du DG du CHU. Il faudra qu'on regarde un peu tous les bâtiments des SANA là derrière, parce qu'on a 2 idées en fait. Il y a les projets de l'équipe Jaïs, et puis il y a mes petits projets à moi
je voudrais absolument arriver à faire une plateforme technologique, ça va t'intéresser Marc, une plateforme technologique avec l'ESTBB. Il faut absolument qu'on double les promos de l'ESTBB. Il ne faut pas qu'on fasse du petit bras, quoi. Je préfère avoir moins de projets, mais des projets structurants. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de doubler l'ESTBB et de créer, comme on l'a fait avec l'Institut d'optique, comme on l'a fait avec les matériaux, comme on l'a fait avec le numérique, une plateforme de transfert. Et qu'on crée une espèce d'incubateur permanent avec des ingénieurs, des chercheurs, etc. On fait rentrer d'un côté une idée, on sort l'entreprise de l'autre. Et ce serait fabuleux un beau retournement. Voilà. Et puis, à la fois sur le projet One Health, mais Marc a tout dit sur la relation santé animale, santé environnementale, santé publique aussi, santé publique et santé humaine. Je crois que Marc a bien expliqué ça tout à l'heure. Ça va être le grand projet de la région dans cette mandature, One Health. Et on va essayer d'embarquer le plus de monde, de chercheurs, de citoyens aussi, parce qu'il faut que ce soit repris par nos concitoyens. Après, moi je suis aussi, Pierre Jaïs l'évoquait tout à l'heure, Marc, le geste que tu fais est aussi le signe de la façon avec laquelle CEVA vit tes projets d'entreprise à mission, tous tes projets, ton intérêt sur le territoire, qui n'est pas une relation publique-privée habituelle. Hein. Et je t'en félicite parce que tu as embarqué tout le monde et tu as transformé l'image de ton entreprise, en dehors, bien entendu, de sa vitalité économique et de tout ce qu'elle fait, dans un projet d'intérêt général qui tire vers le haut tous nos concitoyens. Et de ça, je t'en remercie après que Pierre Jaïs t'en ait remercié. Chapeau. Chapeau Marc, chapeau CEVA. Merci. Nous allons maintenant procéder à la signature solennelle de cette convention de mécénat entre l'IHU Lyrique et CEVA Santé Animale. Marc Prikaski, professeur Pierre Jaïs, si vous voulez bien vous asseoir à cette table. CEVA a été extrêmement généreuse, engagée sur un total de 600 000 euros. Pardon. Vous n'avez pas entendu? Non. Je disais que CEVA avait été extrêmement généreux puisqu'il s'était engagé sur la durée pour un montant total de 600 000 euros. Et on les remercie du fond du cœur pour ça. Et nos patients, nos chercheurs, tout le monde ici vous remercie du fond du cœur pour ça. Merci beaucoup. Donc, nous avons maintenant quelques minutes, si vous le voulez bien, pour répondre à vos questions, soit celles qui sont posées en ligne, en visio, soit dans la salle. Et donc, on peut vous transmettre le micro si vous en avez. Un dossier qu'on fait, une action, vous disiez qu'on va pouvoir, avec le soutien, engager des projets qu'on avait dans notre besace et qui vont pouvoir être déclenchés concrètement. Un des projets qui vous tenait à cœur et qui ne pouvait pas être engagé
et qui va pouvoir l'être? C'est difficile de détacher un projet. L'IHU est extrêmement dynamique et attaché à des projets relativement divers. Je peux vous en citer plusieurs qui sont, je pense, assez emblématiques de notre philosophie et de nos objectifs. Nous avons un projet de plateforme de bioengineering qui est cofinancé d'ailleurs par la région. Le but, c'est de pouvoir créer de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour soigner nos patients. Ça passe donc par de nouveaux cathéters ou de nouveaux systèmes d'enregistrement de l'activité électrique. C'est un sujet en plein essor. Et donc, cette plateforme, Marc Chevalier d'ailleurs, qui nous a rejoint récemment, qui est en haut, on prend la direction. Et nous fondons beaucoup d'espoir là-dessus. C'est pour moi quelque chose de particulièrement important parce que ça concrétise d'une certaine manière les efforts, les idées, les projets qu'ont les chercheurs en amont. Et on a un outil, peut-être une start-up, qui vont être le prolongement direct et très palpable de tous ces efforts que nous faisons en amont et qui sont nécessairement moins visibles et parfois aussi moins efficaces en termes de soins. Je pense qu'on a besoin de ces aspects technologiques et que la possibilité à terme de développer un environnement ici sur le site qui soit très riche dans le sens où on ait une forme d'excellence scientifique à laquelle on puisse adosser des réussites technologiques et industrielles, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pourrais aussi vous parler peut-être du projet sur la mort subite de Michel Aissaguer, qui est une priorité absolue de l'Institut. La mort subite, c'est quelque chose qui a été très peu mis en avant, mais c'est tout de même 350 000 ou 400 000 morts par an en Europe. C'est 50 000 morts par an en France. Il ne s'agit pas de faire de comparaison primitive ou primaire, mais si on met ça en regard des morts dans les accidents sur la voie publique, c'est sans commune mesure. On doit être à peu près à 3000 morts sur la voie publique. Et on se rend compte du gap qu'il y a entre la médiatisation des accidents sur la route par rapport à ces morts subites, qui sont, pour leur grande majorité, d'origine cardiaque et plus particulièrement dues à un trouble du rythme cardiaque sur lequel Michel Aissaguer et Mélèze Ossini ont travaillé d'arrache-pied avec beaucoup de collaborateurs et ont progressé sur l'identification des mécanismes, la compréhension de ces mécanismes. Et on a besoin là d'un effort absolument significatif pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et être en mesure d'identifier les gens qui sont à risque pour ce type de mort subite. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça nécessite de mettre en commun des technologies différentes. Je pense qu'il y a une place pour l'imagerie, il y a une place pour l'électrocardiographie, disons de pointe. Et tout ça ne peut se faire sans moyens, bien entendu. Et je parlais de l'imagerie, et donc je citerai un dernier projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui du scanner à comptage photonique. Là encore, la région nous aide et cofinance cet investissement qui, à mes yeux, est quelque chose de tout à fait extraordinaire pour l'Institut,
pour Bordeaux et pour la région. Il y a très peu de ce type de machines dans le monde parce que c'est complètement nouveau. Ça va nous permettre de franchir une étape absolument considérable. C'est une rupture technologique dans notre capacité d'imager ce qui est tout petit. Et l'imagerie dans le cœur, c'est très compliqué parce que le cœur bouge. Fort heureusement, il bouge parce qu'il se contracte. Et il bouge parce que la respiration le fait bouger aussi. Et donc, faire l'imagerie très précise des cibles mouvantes, c'est un vrai challenge. Et cette rupture technologique va nous faire passer d'une résolution spatiale qu'on a avec l'IRM à 1,2 mm. Alors, c'est un peu technique, mais on va passer à 100 microns. Donc, c'est absolument considérable. Et on va, je l'espère, c'est l'aventure, c'est l'excitation qu'il y a autour des projets de recherche. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on a l'espoir de pouvoir voir des anomalies structurelles infimes qui nous échappent actuellement et qui sont sans doute le substrat d'un certain nombre de maladies cardiaques, et notamment celles qui conduisent à la mort subite d'origine rythmique. Donc, vous voyez qu'il y a tout un faisceau de convergence vers certains thèmes qui nous sont chers. Et je ne vais pas vous faire ici le détail de la manière dont on va allouer les ressources que CEVA nous octroie, bien sûr. Mais voilà, ça fait partie des thèmes qui nous sont très chers, et il y en a beaucoup d'autres. Et bien sûr, le temps nous est compté. Et CEVA, justement, a identifié des points de recherche que vous souhaitez pousser? Bien sûr, mais de toute façon, ça démarre par confronter à un problème des personnes qui ont des expertises différentes et qui partagent des préoccupations et qui trouvent des solutions. On a des problématiques majeures sur le chien et le chat. On a déjà des solutions, traitements, mais il y a de nouvelles molécules régulièrement qu'il faut regarder, essayer de comprendre comment elles fonctionnent, parfois extrêmement compliquées. Mais on voit bien que on est encore sur des molécules qui agissent sur les symptômes, mais on sera peut-être demain avec des molécules qui permettront de prévenir des problématiques plus en amont, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est beaucoup plus compliqué aussi. Et c'est aussi beaucoup plus compliqué en termes d'essais et d'enregistrement. Voilà. Donc c'est des sujets, mais c'est merveilleux de pouvoir. Et moi, ce que je souhaitais avec cette plateforme, c'est que les vétérinaires français et mondiaux puissent aussi échanger, les médecins, parce que c'est eux qui savent, je dirais presque mieux que nous, qui peuvent remonter les problématiques qu'ils rencontrent et des observations. Vous voyez, les petits feelings que vous avez, les choses que vous observez, qui souvent permettent d'avancer différemment. Moi, je suis toujours très sensible aux signaux faibles. Hein, et c'est que les praticiens qui peuvent remonter ces signaux faibles. Ça, c'est particulièrement intéressant. Pouvoir avoir à côté de nous, d'ailleurs, c'est la force de cette structure, elle est à côté d'un hôpital, c'est quand même un truc absolument incroyable. Elle mélange des gens qui ont, voire même parfois des vétérinaires, qui ont des expertises totalement différentes en physique, en biochimie et tout ça. Et c'est de là que naît l'innovation. C'est de pouvoir être capable de confronter des expertises différentes. Et pas la consanguinité, on en parlait tout à l'heure, Ménez, mais c'est pas ça qui apporte. C'est d'être capable de mettre des gens qui ont des idées totalement différentes. C'est un peu comme une démocratie, pas qui s'engueulent, et puis qui partagent voilà, des points de vue, et puis souvent on a une idée, et puis on la teste, etc., etc. Et ça, c'est super. Et pour moi, ça s'oppose à souvent une recherche où on a vu qu'on screenait systématiquement. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. On trouve toujours ce que l'on recherche, on valide toujours des hypothèses, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Et nous, on peut apporter, avec les praticiens, le petit bout vétérinaire pour l'intérêt, peut-être, je l'espère, de l'homme, mais nous, pour l'intérêt des animaux de compagnie d'abord, parce que c'est notre rôle. Un tout petit commentaire. Je suis très touché par ce que tu dis, Marc, parce que c'est exactement la philosophie de cet institut. Hein. Au départ, on a pour but de rapprocher la recherche du patient et donc des médecins. Et ça, c'est absolument fondamental à mes yeux. On a souhaité le faire
en ayant cette démarche de diversité que tu viens de décrire. Je pense que la diversité nous enrichit et le fait qu'un physicien puisse croiser un type qui fait de la biologie moléculaire au déjeuner à l'IHU et puis prendre le café avec un vétérinaire, eh bien c'est de là que naissent souvent les meilleures idées. Et donc c'est la vocation de l'IHU de leur permettre de se rencontrer dans de bonnes conditions, au-delà du fait que l'on met à leur disposition un certain nombre de moyens pour développer leur recherche, mais je pense que cet aspect-là est absolument fondamental. Et pour moi, voilà, pour vous dire de manière très sincère, c'est l'objectif premier de ma mandature à la tête de l'IHU, c'est d'arriver à ce que les silos n'existent plus et que les gens pensent en termes d'objectifs, de projets de recherche et non pas de spécialité. Ça exige de sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à faire, mais c'est ce qui est le plus riche et le plus porteur de succès à l'évidence. Et c'est quelque chose qui, j'espère, et je vois que ça prend forme, doit déteindre sur tout le périmètre qu'il y a autour de l'IHU et maintenant dans l'IHU. C'est aussi pour ça qu'on est tellement heureux de vous accueillir chez CEVA ici, parce qu'on sait qu'on s'enrichit en ayant des gens d'horizons différents. Et ça va jusqu'aux donateurs particuliers dans mon esprit. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup touché. Une de mes patientes nord-américaines est devenue donatrice et m'a expliqué qu'elle avait fait un rêve dans lequel elle était chercheur à l'IHU et elle avait trouvé une drogue qui fonctionnait très bien sur les arythmies cardiaques et la mort subite à partir d'une fleur rouge. Et j'ai trouvé ça absolument délicieux et je me suis dit ben voilà, si les gens autour de nous commencent à penser comme ça, c'est qu'ils embarquent complètement dans le projet, qu'ils comprennent où on veut aller. Et ça, c'est un beau succès en soi. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle ou en ligne via Elodie, auquel cas je vous propose, et c'est le docteur Ossini qui est notre directrice générale adjointe, qui dirige également notre campagne de financement Light Up Your Heart, qui va remettre à Marc Prikaski un certificat de mécène qui, j'espère, trouvera place à Libourne au siège de CEVA. Donc, Marc, je suis ravie de te remettre ce certificat de grand mécène et tu rejoins le club des grands mécènes, et ce club s'appelle le club William Rigaud, qui est le père de l'électrocardiographie, qui était depuis 800 d'années. Je suis personnellement heureuse de le rencontrer.